Mars 1944, Cassino, Italie. L'air était lourd de cordite et de pierres humides. À travers les oliveraies déchiquetées au sud du mont Cassin, un observateur avancé allemand pressait ses jumelles contre ses yeux rougis, scrutant la crête déchiquetée à la recherche de mouvement. Son souffle venait par halètements superficiels, non pas d'épuisement, mais de quelque chose s'approchant de l'incrédulité. En contrebas, dans la vallée où le fleuve rapido serpentait comme un fil d'argent à travers la boue, des compagnies entières de la Wehrmacht avaient tout simplement disparu pendant la nuit. Pas une retraite, pas un repli, disparu. La seule preuve de leur existence était quelques lambeaux de laine grise accrochés aux barbelés et des empreintes de bottes sans clous, profondément marquées dans une terre que les Allemands avaient jugée infranchissable. Il baissa les jumelles et tendit une main tremblante vers sa radio. Ce qu'il rapporta ensuite serait rejeté par ses supérieurs comme de l'épuisement, comme les comme les délires d'un homme ayant passé trop de semaines sous les tirs d'artillerie alliés. Mais dans sa voix, sous le grésillement, vivait une vérité qui allait remodeler toute la campagne d'Italie. La ligne Gustave, qui avait tenu les Alliés en respect pendant 5 mois brutaux, était démantelée non pas par la puissance de feu américaine ou les blindés britanniques, mais par des soldats que le Troisième Reich n'avait jamais considérés comme réellement dangereux. Des soldats qu'ils avaient qualifiés de primitifs, arriérés, tribaux. Le corps expéditionnaire français avait amené ses goumiers en Italie. Des combattants marocains des montagnes de l'Atlas, des tirailleurs algériens qui avaient vu leur père se battre dans les tranchées de Verdun, des tirailleurs sénégalais dont les grands-pères avaient taillé des royaumes dans le Sahel. Et au printemps 1904, en l'homme allait infliger à la Wehrmacht une leçon si dévastatrice, si complète, que les commandants allemands passeraient le reste de la guerre à tenter de comprendre ce qui s'était brisé contre eux dans ces montagnes italiennes. Ceci est l'histoire de la façon dont les troupes coloniales, sous-estimées et méprisées par un ennemi obsédé par la hiérarchie raciale, devinrent la force qui pulvérisa la ligne défensive la plus formidable d'Hitler en Europe de l'Ouest. C'est une histoire écrite sur des sentiers de montagne qu'aucune armée européenne ne pouvait emprunter, dans des attaques nocturnes qui transformèrent la confiance allemande en panique, et dans la dignité tranquille d'hommes qui se battaient pour une France qui ne les avait jamais vraiment considérés comme pleinement français. Mais c'est aussi une histoire de coups, de villages qui se souviendraient du printemps 1944 avec horreur autant qu'avec gratitude, et de victoires qui soulevèrent des questions inconfortables sur l'Empire, l'exploitation, et ce pourquoi les soldats, combattant pour des puissances coloniales, se battaient vraiment. La ligne Gustave s'étendait à travers le point le plus étroit de la péninsule italienne, comme une fortification médiévale réinventée avec une brutalité moderne. De la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique, les ingénieurs allemands avaient transformé chaque crête, chaque rivière, chaque village en un élément d'un système défensif que le feldmaréchal Albert Kesselring appelait la position la plus formidable au sud des Alpes. En son cœur se trouvait Monte Cassino, couronné par un monastère bénédictin qui tenait depuis 14 siècles. Les murs du monastère offraient une observation sur toutes les approches. Le fleuve Rapido, gonflé par les pluies hivernales, protégeait les approches. Les montagnes elles-mêmes, le massif des Oronzi, se dressant comme des dents brisées du fond de la vallée, semblaient conspirer avec les défenseurs. En mars 1944, les Alliés s'étaient lancés 3 fois à l'assaut de cette barrière. Les troupes américaines avaient été taillées en pièces en traversant le Rapido. Des divisions néo-zélandaises et indiennes s'étaient battues jusqu'à l'épuisement dans les décombres de la ville de Cassino. Les forces britanniques s'étaient vidées de leur sang sur les approches nord. La ligne Gustave avait tenu. Plus gravement, elle avait brisé la confiance des Alliés. Les rapports de pertes parlaient non seulement d'hommes perdus, mais de bataillons entiers rendus inaptes au combat, leur morale brisée par un ennemi inatteignable et un terrain qui semblait conçu pour les tuer. Dans cette impasse tenace arrivèrent le général Alphonse Juin et son corps expéditionnaire français. 70 000 hommes venus de tout l'Empire français d'Afrique du Nord. Le cœur de la force de Juin était composé de 4 divisions. La 2e division d'infanterie marocaine, la 3e division d'infanterie algérienne, la 4e division marocaine de montagne et la 1e division motorisée.
Mais ce qui rendait le corps unique, ce qui allait s'avérer décisif, c'étaient les unités spécialisées intégrées au sein de ces divisions. Les goumiers, irréguliers tribaux des montagnes de l'Atlas marocain, organisés en tabors et regroupés en groupements. Les tirailleurs, infanterie entraînée d'Algérie et de Tunisie, héritiers d'une tradition militaire remontant à la conquête de l'Algérie en 1830. Les tirailleurs sénégalais, issus des colonies françaises d'Afrique de l'Ouest qui s'étaient forgé une réputation redoutable dans les tranchées de la Grande Guerre. Ce n'étaient pas les troupes que les officiers de renseignement de la Wehrmacht craignaient. Des évaluations allemandes du corps expéditionnaire français, conservées dans des documents capturés, révèlent un mépris quasi désinvolte, enraciné dans l'idéologie raciale qui imprégnait chaque niveau de la pensée militaire du Troisième Reich. Un résumé de renseignements de février 1944 décrivait les troupes nord-africaines comme physiquement robustes mais intellectuellement limitées, aptes au service de garnison mais peu susceptibles de faire preuve d'initiative en guerre de montagne. Un autre notait que les troupes coloniales combattent bien sous les officiers européens mais manquent de l'indépendance de pensée nécessaire pour des opérations complexes. Un troisième, avec une clarté glaçante, affirmait « Ces unités posent une menace minimale aux positions défensives préparées. Leur valeur au combat est substantiellement inférieure à celle des troupes françaises métropolitaines. » Cette évaluation n'était pas de la simple propagande. Elle reflétait une croyance authentique, enracinée dans des décennies d'anthropologie coloniale que le régime nazi avait instrumentalisée et systématisée. La doctrine militaire allemande, façonnée par les expériences de combat contre les troupes coloniales françaises pendant la Première Guerre mondiale et informée par la théorie raciale nazie, soutenait que les soldats non-européens possédaient certains avantages physiques, l'endurance peut-être, ou la tolérance à l'adversité, mais manquaient fondamentalement de la capacité cognitive pour la guerre moderne. Ils pouvaient servir de chair à canon, pensait-on, mais ils ne pourraient jamais être des troupes d'élite. Ils pouvaient tenir des positions, mais ils ne pouvaient pas les percer. L'ironie amère et totale était que les Allemands avaient partiellement raison dans leur évaluation, mais qu'ils en avaient inversé la conclusion. Les goumiers étaient effectivement différents des troupes européennes. Ils abordaient effectivement la guerre à partir d'un cadre tactique et culturel fondamentalement différent, mais ces différences n'étaient pas des faiblesses. C'étaient des avantages si profonds que toute la stratégie défensive allemande, bâtie sur des hypothèses quant à la manière dont les armées modernes combattaient, s'avérait catastrophiquement inadaptée pour les contrer. Le général Juin comprenait cela. Vétéran de la guerre du Rif au Maroc, Juin avait passé des années à combattre aux côtés et contre les guerriers des montagnes nord-africains. Il avait vu comment les goumiers se déplaçaient sur des terrains que les forces conventionnelles considéraient infranchissables. Il les avait vus naviguer aux étoiles et aux pierres, portant des charges qui auraient brisé des soldats européens, couvrant des distances la nuit qui semblaient physiquement impossibles. Plus important encore, Juin comprenait que l'approche des goumiers en matière de guerre de montagne n'était pas primitive. Elle était sophistiquée, affûtée par des siècles de conflits tribaux dans des paysages tout aussi brutaux que les Apennines italiens. Quand Juin inspecta la ligne Gustave début avril 1944, il vit ce que les commandants britanniques et américains avaient manqué. Toute la stratégie alliée s'était concentrée sur les approches évidentes, la vallée du Liri, la route côtière, l'assaut direct sur Cassino. C'étaient les routes que les chars pouvaient emprunter, que les camions de ravitaillement pouvaient suivre, qui correspondaient à la façon dont les armées mécanisées modernes envisageaient les opérations de percée. Et c'étaient précisément les approches que Kesselring avait fortifiées le plus lourdement. Mais au sud, dans les montagnes des Oronsy, se trouvait un paysage différent. Là, les crêtes s'élevaient abruptes et hostiles, couvertes de chênes nains et de débris rocheux. Aucune route ne pénétrait ces hauteurs. Aucun village n'offrait d'abri. Les commandants allemands n'avaient placé que des forces de couverture dans ce secteur, convaincus qu'aucune armée ne pourrait traverser un tel terrain en force suffisante pour menacer la ligne principale. Ils avaient fait leurs calculs basés sur la façon dont les troupes de montagne allemandes se déplaceraient, comment l'infanterie américaine avancerait, comment les divisions britanniques organiseraient leur chaîne d'approvisionnement. Ils n'avaient jamais envisagé comment les goumiers combattraient. Dans la nuit du 11 mai 1944, l'offensive de printemps alliée commença avec le plus grand barrage d'artillerie jamais tiré sur le théâtre méditerranéen. 1600 canons ouvrirent le feu simultanément.
leurs éclairs de bouche éclairant la vallée du Liris comme en plein jour. Les divisions américaines, britanniques, polonaises et canadiennes commencèrent en leur assaut sur les positions défensives principales. Et dans le chaos de ce bombardement, perdu dans le tonnerre de la guerre conventionnelle, 4000 goumiers commencèrent à grimper dans les montagnes des Orunsi. Ils se déplaçaient dans l'obscurité, portant des bottes en cuir souple qui sentaient la roche avant de s'y poser. Chaque homme portait 30 kilos. Fusils, munitions, eau, rations pour 3 jours, mais ils se déplaçaient dans un silence que seul rompait le cliquetis occasionnel d'une pierre contre une autre. Ils gravirent des sentiers qui n'existaient que dans la mémoire de leurs guides, des hommes qui avaient passé leur vie à lire les montagnes comme d'autres hommes lisaient des livres. Lorsqu'ils atteignirent des positions que les Allemands considéraient comme des zones arrière sécurisées, les goumiers ne s'annoncèrent pas avec de l'artillerie ou un bombardement préliminaire. Ils apparurent simplement, des fantômes armés de couteaux qui égorgèrent les sentinelles et s'évanouirent dans l'obscurité avant que l'alerte ne puisse être donnée. La réponse allemande, quand elle vint, révéla l'erreur de calcul fondamentale. La doctrine de la Wehrmacht pour contrer l'infiltration reposait sur une contre-attaque rapide, sur l'application d'une puissance de feu écrasante sur les points de pénétration, sur le scellement des brèches avant qu'elles ne puissent être exploitées. Mais les goumiers n'avaient pas créé de points de pénétration. Ils avaient simplement contourné l'ensemble du système défensif. À l'aube du 12 mai, ils étaient déjà à 8 km derrière la ligne de front allemande, occupant des hauteurs que les cartes allemandes marquaient comme infranchissables. Lorsque les unités de réserve allemandes se déplacèrent pour les contenir, elles se retrouvèrent à combattre sur un terrain où leurs avantages, le soutien blindé, la coordination d'artillerie, la mobilité mécanisée, ne signifiaient rien. Les montagnes appartenaient aux Marocains. Le journal d'un officier allemand, capturé après la guerre et conservé dans les archives militaires françaises, saisit l'horreur naissante de ses premiers jours. Le lieutenant Klaus Berger, commandant une compagnie de la 71e division d'infanterie, écrivait « 13 mai, nous avons perdu le contact avec le 2e bataillon. Leur dernière transmission radio a signalé des forces ennemies sur la colline 730. Impossible, car cette position est à 3 km derrière nos lignes et n'est accessible que par des sentiers de chèvres. J'ai demandé un soutien d'artillerie, mais les observateurs avancés ne peuvent localiser les cibles. L'ennemi semble se déplacer sans schéma ni logique, se matérialisant là où il ne devrait pas exister. Les hommes rapportent que les assaillants combattent au couteau et se déplacent sans bruit. Le moral se détériore. 2 jours plus tard, 15 mai, le bataillon est inapte au combat. Nous avons reculé de position que nous tenions depuis 5 mois. Le problème n'est pas que nous soyons vaincus, c'est que nous ne comprenons pas comment nous sommes vaincus. Chaque principe tactique que nous avons appris est inutile contre un ennemi qui ne combat selon aucun modèle européen. Ils attaquent la nuit quand les attaques ne devraient pas être possibles. Ils apparaissent sur des hauteurs que nous ne pensions pas avoir besoin de défendre. Ils se retirent avant que nous puissions faire porter notre puissance de feu, puis réapparaissent derrière nous. Ce n'est pas de la guerre, c'est être traqué. Mais les goumiers n'étaient pas le seul atout du corps. Tandis que les irréguliers marocains brisaient le système défensif allemand dans les montagnes, les tirailleurs algériens et l'infanterie sénégalaise exploitaient les brèches qu'ils avaient créées. Il ne s'agissait pas de guerriers tribaux combattant selon des modes traditionnels. C'étaient des fantassins entraînés, équipés d'armes modernes, experts en tactiques développées au fil des décennies de doctrine militaire française. Ce qui les rendait dévastateurs, c'était la combinaison. Les goumiers semaient le chaos et la confusion, brisaient la cohésion défensive allemande, délogeaient les unités de leur position préparée. Les tirailleurs frappaient ensuite ces forces désorientées avec des tactiques d'infanterie conventionnelles exécutées avec précision et férocité. Les bilans des opérations allemandes de la bataille de la ligne Gustave révèlent une constante. Des unités qui avaient tenu tête aux assauts britanniques et américains pendant des semaines cédaient en quelques jours face aux Français. La raison n'était pas seulement tactique, elle était psychologique. Les soldats de la Wehrmacht avaient été entraînés à attendre certaines choses de leurs ennemis. Ils savaient que les forces américaines s'appuieraient sur leur puissance de feu et leur supériorité matérielle. Ils savaient que les unités britanniques avanceraient méthodiquement, avec une coordination minutieuse entre l'infanterie et les blindés. Ils savaient que les troupes polonaises combattraient avec un courage désespéré, mais dans des cadres tactiques reconnaissables.
Les troupes coloniales françaises combattaient différemment. Elles combinaient l'infiltration inattendue des goumiers avec la pression soutenue d'une infanterie entraînée, ne laissant aux commandants allemands ni le temps de s'adapter ni de se réorganiser. Le 18 mai, une semaine après le début de l'offensive, la ligne Gustave s'effondrait. Non pas le long des axes évidents où les Alliés avaient concentré leurs forces, mais dans les montagnes où les troupes coloniales françaises avaient réalisé ce que les planificateurs de la Wehrmacht avaient jugé impossible. La 2e division d'infanterie marocaine avait pris le Monte Faito, une position qui dominait toute l'approche sud de la vallée du Liri. La 4e division marocaine de montagne avait traversé le couloir d'Ausonia, ouvrant un chemin qui permettrait aux blindés alliés de contourner entièrement Cassino. Des unités allemandes, qui avaient tenu leur position avec une détermination tenace, se retrouvaient désormais coupées, leur ligne de ravitaillement sectionnée par un ennemi qui semblait contrôler simultanément toutes les hauteurs. La portée symbolique n'échappa à personne. Les goumiers portaient avec eux un simple équipement qui devint, au printemps 1944, un emblème de leur domination. Un couteau recourbé appelé kummia, porté à la ceinture dans un fourreau de cuir orné. Ces couteaux n'étaient pas des équipements militaires standards, c'étaient des armes personnelles enracinées dans la tradition berbère, portées par des hommes dont les grands-pères avaient porté les mêmes lames. Les soldats allemands apprirent à craindre la kummia d'une manière qu'ils ne craignaient aucune autre arme. Non pas parce qu'elle était particulièrement efficace au combat, les fusils et les grenades tuaient bien plus d'hommes, mais parce que sa présence signifiait quelque chose que la Wehrmacht trouvait profondément déstabilisant. Elle représentait un type de guerrier que l'idéologie nazie insistait comme ne pouvant exister. Des combattants non européens qui combinaient le courage traditionnel avec une sophistication tactique moderne, qui se déplaçaient sur des terrains qui déconcertaient les armées mécanisées, qui apportaient sur les champs de bataille européens une manière de faire la guerre que l'Europe avait cru avoir dépassée. Lors des interrogatoires de prisonniers, les soldats allemands parlaient de la kummia avec une appréhension qui semblait disproportionnée. Un soldat de la Wehrmacht, capturé près d'Esperia, raconta à ses interrogateurs: « On nous avait dit que ces hommes étaient des primitifs, qu'ils ne combattaient que parce que des officiers français les poussaient en avant. Mais ils venaient dans la nuit comme des démons. Et ceux que nous trouvions morts le lendemain matin avaient encore ces couteaux recourbés serrés dans leurs mains. Ils voulaient être ici, ils voulaient nous combattre, c'était plus terrifiant que le couteau lui-même. » Mais c'était la guerre, et la guerre dépouille les récits confortables qui permettent aux armées de se voir comme de pures forces libératrices. L'avance du corps expéditionnaire français à travers les monts Orantsi et dans la vallée du Liri fut militairement brillante et stratégiquement décisive. Elle fut aussi accompagnée d'atrocités que les civils italiens se rappelleraient avec horreur pendant des générations. Dans les villages entre Cassino et Rome, Esperia, Ausonia, Castro dei Volsci, l'arrivée des troupes alliées n'apporta pas la libération, mais un autre genre de cauchemar. Des rapports, documentés dans les archives italiennes et corroborés par les dossiers de la justice militaire française, font état de violences sexuelles systématiques, de pillages de civils terrorisés par les soldats mêmes qui avaient brisé la ligne défensive allemande. La responsabilité de ces crimes incombe à plusieurs. Certains goumiers et tirailleurs, libérés de la discipline que les officiers français maintenaient pendant les opérations de combat, commirent des actes de violence contre les civils. Les commandants français, concentrés sur le maintien de l'élan offensif, manquèrent souvent d'intervenir ou de punir adéquatement ces crimes. Le général Join lui-même reconnaîtra plus tard que la discipline s'était relâchée dans certaines unités pendant l'avance, bien qu'il l'ait attribuée au chaos inévitable de la guerre mobile rapide plutôt qu'à une défaillance systémique. Les sources italiennes offrent une évaluation plus sombre, suggérant que les officiers français fermaient les yeux sur la violence contre les civils italiens comme une forme de compensation pour les épreuves endurées par leurs troupes coloniales. Le dossier historique doit contenir ces deux vérités simultanément. La percée du corps expéditionnaire français à Cassino fut l'une des réalisations militaires les plus impressionnantes de la campagne d'Italie, exécutée par des soldats dont l'habileté et le courage brisèrent ce que les commandants alliés avaient considéré comme une ligne défensive infranchissable. Et l'avance qui suivit cette percée fut marquée par des crimes contre des civils qu'aucune nécessité stratégique ne peut excuser. Ignorer l'une ou l'autre vérité, c'est falsifier l'histoire.
C'est prétendre que les hommes qui ont combattu brillamment dans les montagnes étaient incapables de brutalité dans les vallées, ou suggérer que les crimes commis pendant l'avance nient d'une manière ou d'une autre la prouesse militaire. Ce qui est clair, c'est que pour les commandants allemands, l'effondrement de la ligne Gustave représentait un échec catastrophique de renseignement et d'imagination. Le maréchal Kesselring, dans ses mémoires d'après-guerre, a consacré un espace considérable à l'analyse de la manière dont les Français avaient brisé son système défensif. Ses conclusions sont révélatrices. Nous nous étions préparés à un ennemi qui combattrait selon la doctrine militaire européenne. Nous avions construit un système défensif conçu pour vaincre des armées mécanisées soutenues par une puissance de feu écrasante. Nous n'avons pas anticipé un ennemi capable de contourner complètement nos fortifications, capable de se déplacer sur un terrain que nous avions écarté comme tactiquement insignifiant, qui combinait l'organisation militaire moderne avec des tactiques plus adaptées à la guerre de montagne de l'ère pré-industrielle. Ce n'était pas un manque de courage ou de qualité de combat de la part de nos troupes. Ce fut un échec à imaginer que nos ennemis pourraient combattre d'une manière que nous n'avions pas envisagée. Mais l'analyse de Kesselring, aussi honnête fut-elle, manquait encore le point le plus profond. L'échec allemand n'était pas simplement tactique, il était idéologique. La théorie raciale nazie avait construit une hiérarchie de capacités militaires basée sur des évaluations pseudo-scientifiques de traits cognitifs et physiques, prétendument répartis selon des lignes raciales. Au sommet de cette hiérarchie se trouvaient les peuples germaniques, des guerriers naturels dont la combinaison de discipline, d'intelligence et d'esprit martial en faisait des soldats intrinsèquement supérieurs. En dessous d'eux venaient d'autres groupes européens dont la capacité diminuait à mesure que l'on se déplaçait vers l'est et le sud. Tout en bas, dans la pensée militaire allemande, venaient les troupes coloniales. Peut-être physiquement robustes, mais manquant des qualités mentales nécessaires à la guerre moderne, nécessitant un leadership européen pour fonctionner et fondamentalement inférieur aux soldats européens en efficacité au combat. Ce n'était pas simplement de la propagande. Cela a façonné la planification militaire allemande au plus haut niveau. Lorsque le renseignement de la Wehrmacht a évalué le corps expéditionnaire français, il a consacré la majeure partie de son attention au petit nombre d'unités métropolitaines françaises et a largement ignoré les divisions nord-africaines comme une préoccupation secondaire. Lorsque les plans défensifs allemands pour la ligne Gustave ont alloué des réserves et de la puissance de feu, ils se sont concentrés sur les secteurs faisant face aux forces américaines et britanniques, et non sur les montagnes où les troupes coloniales françaises avanceraient. L'armée allemande avait construit tout un cadre opérationnel sur l'hypothèse que certains types de soldats, en raison de leur origine raciale, pouvaient être écartés sans risque comme des menaces sérieuses. Les Goumiers ont prouvé que cette hypothèse était catastrophiquement fausse. Mais ils l'ont fait d'une manière qui soulèverait des questions inconfortables pour toutes les armées combattant en Italie. Les Français ont célébré les réalisations de leurs troupes coloniales, leur décernant médailles et distinctions, louant leur courage et leur habileté. La propagande française a souligné comment des soldats de tout l'Empire s'étaient réunis pour libérer l'Europe du fascisme. Mais sous cette célébration se cachaient des inégalités structurelles persistantes. Les goumiers et les tirailleurs servaient dans des unités ségrégées sous des officiers européens. Ils recevaient un salaire inférieur à celui des troupes françaises métropolitaines. Nombre d'entre eux venaient de colonies où la France refusait des droits politiques fondamentaux à la majorité de la population. Ils se sont battus pour une France qui, à la fin de la guerre, tenterait de maintenir son empire colonial par la force si nécessaire. Les forces américaines et britanniques, combattant aux côtés du corps expéditionnaire français, tirèrent leurs propres leçons de Cassino. Certaines reconnurent sincèrement la prouesse militaire des troupes coloniales et ajustèrent leurs évaluations en conséquence. Mais d'autres retombèrent dans des hypothèses racistes qui différaient de l'idéologie nazie plus par leur degré que par leur nature. Les rapports militaires américains de l'époque louaient parfois les troupes nord-africaines pour leur qualité de combat sauvage, tout en s'interrogeant simultanément sur leur fiabilité dans des opérations plus complexes. Les évaluations britanniques attribuaient souvent le succès des soldats coloniaux français à la qualité de leurs officiers français plutôt qu'à toute capacité militaire inhérente aux soldats eux-mêmes. Ce que les monts Aurensy avaient révélé, ce n'était pas simplement que les Allemands avaient sous-estimé leurs ennemis. C'était que tout le cadre de la hiérarchie raciale qui informait la pensée militaire à travers l'Europe
et chez les puissances de l'Axe comme chez les Alliés était fondamentalement viciée. L'efficacité des soldats n'était pas déterminée par des catégories raciales pseudo-scientifiques, mais par l'entraînement, le leadership, l'adaptation tactique et l'adéquation entre leurs capacités et les exigences spécifiques du champ de bataille auquel ils étaient confrontés. Les Goumiers n'ont pas réussi malgré le fait d'être marocains. Ils ont réussi en partie parce que les compétences spécifiques et les traditions tactiques qu'ils apportaient du Maroc étaient parfaitement adaptées à la guerre de montagne en Italie. Fin mai 1944, la situation stratégique en Italie s'était transformée. La ligne Gustave était irrémédiablement brisée. Les forces allemandes battaient en retraite vers la prochaine position défensive. La route de Rome était ouverte. La 5e armée américaine du général Mark Clark, qui était bloquée au sud de Cassino depuis 5 mois, se précipitait désormais vers la capitale italienne. L'évasion d'Anzio, synchronisée avec l'offensive de printemps, avait finalement réussi. La campagne d'Italie, qui avait menacé de devenir une impasse à l'indéfini, était de nouveau une guerre de mouvement. Le corps expéditionnaire français avait rendu cela possible. Tandis que les forces britanniques et américaines se brisaient contre Cassino, tandis que les troupes polonaises combattaient bâtiment par bâtiment dans l'abbaye en ruine, ce sont les soldats coloniaux français, progressant à travers les monts Orunsi, qui ont trouvé la clé pour percer tout le système défensif. Les services de renseignement allemands les avaient considérés comme des troupes inférieures. La planification allemande les avait relégués à un secteur secondaire parce qu'aucune menace sérieuse n'était attendue de cette direction. Et les commandants allemands avaient appris, trop tard, que toute leur évaluation avait été fondée sur l'idéologie plutôt que sur la réalité militaire. Dans les mois qui ont suivi Cassino, le corps expéditionnaire français continuerait à combattre en remontant la péninsule italienne, se distinguant à nouveau lors des batailles pour Rome et pendant la poursuite vers la ligne gothique. Mais la percée de la ligne Gustave resterait son accomplissement le plus marquant, le moment où des soldats que la Wehrmacht avait sous-estimés ont anéanti l'un des systèmes défensifs les plus redoutables du théâtre européen. Pour les Goumiers et les tirailleurs qui ont combattu dans les monts Aurunsi, la victoire de Cassino revêtait des significations bien plus profondes qu'une simple réussite militaire. Beaucoup s'étaient enrôlés dans l'armée française parce que les autorités coloniales leur laissaient peu de choix. Le service militaire était obligatoire dans certaines parties de l'Afrique du Nord française et la pression économique en poussait d'autres à s'engager volontairement. Mais ils avaient combattu en fin de compte avec une habileté et un courage qui exigeaient une reconnaissance. Ils avaient prouvé, dans le laboratoire le plus brutal qui soit, que les hiérarchies raciales qui structuraient la pensée militaire de l'Axe et des Alliés étaient des mensonges. Ils avaient démontré que le courage, l'intelligence et la capacité militaire n'avaient rien à voir avec les catégories pseudo-scientifiques que le colonialisme européen utilisait pour justifier sa domination. Pourtant, cette reconnaissance eut un coût que l'histoire a mis du temps à reconnaître pleinement. Des milliers de soldats nord-africains et ouest-africains sont morts en Italie, en combattant pour une France qui maintenait sa domination coloniale sur leur patrie. Ils ont libéré l'Europe d'une forme de fascisme tandis que leur propre peuple restait soumis à la domination coloniale. Lorsque certains de ces soldats sont rentrés chez eux après la guerre et ont exigé la liberté politique pour laquelle ils avaient combattu, ils étaient souvent confrontés à la violence du même État français qu'ils avaient servi. Le massacre de Sétif en mai 1945, où les forces françaises ont tué des milliers de manifestants algériens quelques jours seulement après la capitulation de l'Allemagne, demeure un rappel amer que le service militaire dans la libération de l'Europe ne s'est pas traduit par une libération pour les colonies. La Koumia, ce couteau courbe que les Goumiers portaient au combat, est devenu à certains égards un symbole de cette contradiction. Pour les Allemands qui y furent confrontés dans les monts Aurunsi, elle représentait l'échec de leur idéologie raciale, la preuve concrète qu'ils avaient systématiquement sous-estimé un ennemi en se basant sur des préjugés pseudo-scientifiques. Pour les commandants français qui dirigeaient les troupes coloniales, elle symbolisait les qualités guerrières exotiques qu'ils admiraient et méprisaient à la fois, y voyant la confirmation des capacités de combat naturelles des soldats coloniaux tout en leur refusant l'égalité politique. Pour les Goumiers eux-mêmes, la Koumia n'était ni un symbole ni une déclaration, c'était simplement un outil porté par des hommes effectuant un travail dangereux, hérité de leurs pères et grands-pères, faisant autant partie de leur équipement que les fusils fournis par l'armée française. Mais les symboles acquièrent des significations qui vont au-delà des intentions de leurs créateurs.
Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, alors que les colonies nord-africaines de la France luttaient pour et obtenaient leur indépendance, le service des Goumiers à Cassino est devenu une partie d'une plus large remise en question historique. Les vétérans sont rentrés chez eux avec une expérience militaire et une conscience accrue que les systèmes politiques régissant leur vie pouvaient être changés, parfois uniquement par la force. Les compétences acquises en combattant les Allemands dans les montagnes italiennes serviraient plus tard contre les forces coloniales françaises tentant de maintenir l'Empire. Le courage déployé à Cassino est devenu, pour certains, une ressource à laquelle puiser face aux parachutistes français en Algérie ou au Maroc. La ligne Gustave est aujourd'hui un paysage de monuments et de mémoires. Les ruines de l'abbaye de Cassino ont été reconstruites. La Commonwealth War Graves Commission entretient des cimetières où sont enterrés des milliers de soldats britanniques, indiens, néo-zélandais et polonais. Des sites commémoratifs américains honorent les troupes qui sont mortes en tentant de traverser le Rapido. Des cimetières militaires allemands, Osterz et Sollanel, marquent l'endroit où les soldats de la Wehrmacht sont tombés en défendant la ligne de Kesselring. Et dans les monts Oronsy, largement oubliés des itinéraires touristiques, de modestes repères signalent occasionnellement l'endroit où des troupes coloniales françaises ont combattu et sont mortes en brisant le système défensif que les forces conventionnelles n'avaient pu fissurer. Ces mémoriaux physiques saisissent une partie de la complexité historique. La libération de l'Italie fut réalisée par une coalition véritablement internationale, mais structurée par des hiérarchies de races et d'empires qui s'accordent mal avec les récits simplistes de lutte collective contre le fascisme. Les soldats qui combattirent le plus efficacement dans les monts Aurunci venaient de colonies qui passeraient que les 2 décennies suivantes à lutter pour leur propre libération. Les généraux qui les commandaient avaient souvent des attitudes envers la race et la civilisation qui différaient de l'idéologie nazie plus par leur intensité que par leur structure fondamentale. La victoire de Cassino fut réelle et lourde de conséquences, mais elle n'a pas résolu, et à certains égards a renforcé, les contradictions au cœur du colonialisme européen. Pour les étudiants en histoire militaire, la leçon de la ligne Gustave est simple. Les hypothèses fondées sur l'idéologie plutôt que sur les preuves produisent des erreurs de calcul catastrophiques. Les commandants allemands avaient élaboré des évaluations de renseignements détaillées, des plans défensifs complexes et une doctrine opérationnelle sophistiquée. Mais ils avaient bâti tout cela sur une base de pseudo-sciences raciales qui les a amenés à sous-estimer systématiquement les capacités de leurs ennemis. Lorsqu'ils furent confrontés à des soldats dont l'approche de la guerre sortait de leur cadre idéologique, tout le système défensif allemand, tactiquement solide, logistiquement soutenu, tenacement défendu, s'est effondré en une semaine. La leçon plus large s'étend au-delà de l'histoire militaire. Le régime nazi ne fut pas le seul à se tromper dans ses évaluations raciales. Il a simplement pris des hypothèses qui existaient dans toute la société européenne et américaine et les a systématisées en une doctrine militaire explicite. Lorsque ces hypothèses ont rencontré la réalité dans les monts Aurunci, lorsque les Goumiers ont démontré des capacités que la hiérarchie raciale insistait qu'ils ne pouvaient pas posséder, le résultat ne fut pas simplement une défaite allemande. Ce fut la preuve, écrite dans le sang et l'épuisement à travers les montagnes italiennes, que tout l'édifice de la pensée raciale qui avait structuré le colonialisme européen était bâti sur des mensonges. Mais reconnaître cette vérité exigeait de confronter des implications que la plupart des puissances alliées n'étaient pas prêtes à affronter. Si les soldats nord-africains pouvaient combattre aussi efficacement que les Européens, si leur succès à Cassino démontrait une égale capacité militaire, alors quelle justification restait-il à la domination coloniale si le courage, l'intelligence et la sophistication tactique n'étaient pas distribués selon des lignes raciales, alors quelle légitimité possédaient les hiérarchies raciales ? Ce sont des questions que la victoire de Cassino a soulevées, mais auxquelles l'histoire mettrait encore des décennies à répondre, à travers des processus de décolonisation souvent aussi violents que la guerre elle-même. En fin de compte, l'histoire du corps expéditionnaire français à Cassino est celle de soldats qui ont accompli l'impossible tout en servant un système qui leur refusait l'égalité. C'est l'histoire d'un génie militaire accompli par des hommes dont le succès même sapait les fondements idéologiques du régime de leur ennemi et, de manière plus dérangeante, du système colonial sous lequel ils servaient. C'est l'histoire de la façon dont la guerre lève le voile sur les illusions confortables, révélant des vérités que le temps de paix permet aux sociétés d'ignorer.
mais aussi comment ces vérités, une fois révélées, ne peuvent être facilement supprimées ou oubliées. Pas l'observateur avancé allemand qui a vu la ligne Gustave s'effondrer, qui a signalé le mouvement impossible de troupes à travers un terrain qu'aucune armée n'aurait dû traverser, avait été témoin de quelque chose de plus significatif qu'une défaite tactique. Il avait vu l'échec de toute une vision du monde, l'effondrement de l'idéologie raciale confrontée à la réalité humaine. Les empreintes de pieds, nus dans la boue, l'apparition fantomatique de soldats sur des hauteurs que les cartes allemandes indiquaient comme infranchissables, l'érosion constante de positions défensives qui auraient dû tenir indéfiniment, ce n'étaient pas de simples phénomènes militaires. Ils étaient la manifestation physique d'une idéologie confrontée à sa réfutation. Et c'est peut-être là la signification durable de ces semaines de mai 1944. Les goumiers et les tirailleurs qui ont brisé la ligne Gustave ne cherchaient pas à réfuter la théorie raciale ni à saper les hiérarchies coloniales. Ils cherchaient à prendre des montagnes tenues par une armée ennemie, à accomplir les missions tactiques que leur commandant leur assignait, à survivre au combat et à rentrer chez eux. Mais ce faisant, ils ont démontré quelque chose que les généraux et les idéologues avaient nié, que le courage n'a pas de couleur, que la capacité militaire transcende les catégories construites par la pseudo-science raciale, et que sous-estimer ses ennemis en se basant sur des préjugés, plutôt que sur une évaluation n'est pas seulement immoral, c'est opérationnellement catastrophique. Le couteau courbe demeura. Bien après que les derniers coups de feu eurent été tirés dans les monts Aurunci, bien après que la retraite allemande fut devenue une déroute et que les Alliés furent entrés dans Rome, la Cumia perdura comme un rappel. Non pas d'une guerre primitive ou de guerriers exotiques, mais de soldats qui ont apporté leur tradition, leurs compétences et leur courage sur un champ de bataille qui n'avait pas de place pour les suppositions confortables. Ils portaient le couteau comme leur grand-père l'avait fait, mais ils l'utilisaient aux côtés de fusils et de grenades modernes, combinant l'ancien et le nouveau, le traditionnel et le contemporain, d'une manière que la doctrine militaire européenne avait jugée impossible. Et ce faisant, ils ont brisé non seulement une ligne défensive, mais une façon de penser la guerre, la race, et la capacité qui avait structuré la pensée militaire européenne pendant des générations. Cette rupture n'était pas totale. L'empire colonial français ne prit pas fin avec la libération de Rome. Les hiérarchies raciales ne se sont pas dissoutes parce que les Marocains se sont avérés être des combattants de montagne habiles. Mais quelque chose avait changé, irréversiblement. Les hommes qui avaient combattu à Cassino connaissaient leurs propres valeurs, quelles que soient les insistances des idéologies. Et cette connaissance, ramenée chez eux dans la mémoire des survivants, deviendrait un élément de plus dans le long, violent et nécessaire processus de décolonisation. Les montagnes se souviennent, témoins silencieux, de ce que l'idéologie niait et de ce que le courage approuvait. Et dans leur silence réside une vérité plus simple et plus profonde que toutes les théories et doctrines rédigées par les généraux. Ne jamais sous-estimer la capacité humaine à dépasser les limites imposées par autrui, surtout lorsque ces limites ne sont fondées sur rien de plus substantiel que des préjugés portant le masque de la science.